La télévision Futur Média. Dans Soir d'Info, nous recevons le professeur Yankoba Seydi. Il est enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et spécialiste de la géopolitique du monde anglo-saxon. Bonsoir professeur. Bonsoir. Un très grand plaisir pour nous de vous retrouver. À compter du 21 janvier 2026, les citoyens ivoiriens devront s'acquitter d'une caution pouvant atteindre 15 000 $, soit environ 9 millions de francs CFA, pour obtenir un visa d'entrée aux États-Unis, en plus des frais de demande habituels. Annonce faite ce mardi 6 janvier par le département d'État américain dans un contexte de durcissement assumé de la politique migratoire sous Donald Trump, a précisé que cette nouvelle exigence ne concerne pas uniquement la Côte d'Ivoire. Elle s'inscrit dans un dispositif élargi qui touche désormais 38 pays après l'ajout de 25 nouveaux États à la liste initiale. Et en Afrique de l'Ouest, plusieurs pays sont concernés, notamment le Sénégal, le Nigeria, le Bénin, le Togo, la Guinée-Bissau et la Gambie. Êtes-vous en phase avec Washington qui justifie cette mesure par la volonté de réduire les dépassements de durée de séjour observés sur certains visas de court séjour? Merci beaucoup. Je voudrais, avant de répondre, que vous me permettiez de m'incliner devant la mémoire de Seydou Madanissi, qui a été le tout premier recteur sénégalais de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et à toute la communauté universitaire, je voudrais présenter mes condoléances ainsi qu'à sa famille. Par rapport à la question, il ne s'agit pas d'être en phase ou en déphasage. On est de plein pied dans les questions de souveraineté. Donc les États-Unis peuvent toujours justifier des mesures qu'ils prennent, que ce soit pour la politique d'augmentation des droits de douane, les politiques de visa. En tout cas, Trump, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a quand même quelque chose qu'il n'a pas réussi à faire, malgré tout le grand show. Il s'agit surtout des rapatriements de masse qu'il avait promis à sa base électorale MAGA. Il s'est rendu compte que la réalité des faits, ce n'est pas forcément ce que lui, candidat, promettait et qu'il pouvait parfaitement réussir une fois président, mais il a quand même besoin malgré tout de servir quelque chose à cette base qui n'attend que des mesures chocs. Évidemment, la question des visas, des restrictions entre parfaitement dans cette logique qui consiste à montrer à sa base, ou à une partie de sa base, parce que sa base est un peu composite, hétéroclite. Il faut, et pour certains, voici ce qui leur plaît, pour d'autres, voici ce qui... Donc il faut leur montrer que, attention, les promesses qu'on avait faites, non seulement nous ne les avions pas oubliées, mais nous sommes encore en train de les mettre en œuvre. Nous avons promis de mettre beaucoup de migrants dans les avions et de les ramener vers les pays d'origine, mais en même temps, nous allons continuer dans cette même logique à réduire, à restreindre de la façon, il parle toujours d'histoire, oui, que personne n'a jamais fait ici, on va dire, cette politique de restriction, tout cela pour montrer qu'effectivement les États-Unis sont sur une logique qui consiste à réduire, puisqu'il y a une philosophie derrière. Quand vous écoutez J.D. Vance, quand vous écoutez les grands idéologues autour de Trump, mais ça, c'est une véritable philosophie qu'ils cherchent à... Parce qu'ils parlent de civilisation. Pourquoi ils sont durs pour ce qu'ils appellent la vieille Europe? C'est parce qu'ils pensent que la vieille Europe n'est pas parvenue à contrôler les flux de migrants qui arrivent, au point que dans quelques années, la civilisation, disons, va disparaître au profit d'une autre civilisation, et c'est ça qu'ils veulent enlever. Le discours de Munich que J.D. Vance avait prononcé, mais c'est resté, ça résonne jusqu'ici dans toutes les têtes, et eux pensent être le sauveur d'un Occident en déclin, et pour ce faire, il faut forcément réussir à contrôler ou voire à repousser ou à fermer la porte à ce qu'ils appellent des vagues migratoires, dont le but ou dont l'objectif devrait consister de façon ultime à changer ou à mettre en place ce que un certain Zemmour
parle de grand remplacement dans une certaine France. Et quelle doit être la posture des pays africains, et notamment la posture des pays de l'Afrique de l'Ouest? Une réciprocité ou bien une autre position? C'est difficile à dire parce que, n'oublions pas, par le passé, l'ancien président du Sénégal avait même proposé de mettre on va dire, quelque chose pour l'obtention des visas pour ceux qui entrent au Sénégal. Ça a été diversement apprécié. Et à l'arrivée, les hôteliers ou autres avaient pensé que ce n'était pas une politique productive et qu'il fallait tout de suite sortir de cela. Et Macky Sall n'avait pas hésité à en sortir sans bruit. En fait, c'est vrai que le combat entre David et Goliath peut faire penser que oui, nous sommes au nom de la souveraineté, nous avons la possibilité d'appliquer une certaine réciprocité. Mais je pense que c'est quand même difficile parce que les États-Unis, c'est quand même le pays qui a un PIB qui a 25% du PIB mondial. C'est pas n'importe quel pays. C'est un pays qui est extrêmement lourd à tous les niveaux. C'est justement conscient de cela que le président Donald Trump continue à affirmer ses positions virulentes. Exactement. Trump, vous avez parlé de virulence, on peut même parler de virilité, c'est ça qu'il cherche à montrer partout. Quand vous voyez la rhétorique guerrière de Trump par rapport au président chinois, regardez quand ils ont, on va dire, enlevé Maduro, vous avez vu comment on bombait le torse. Et c'est ça qui intéresse Trump. Donc, il cherche à toujours affirmer que oui, d'abord il disait que l'Amérique est de retour, mais n'oubliez pas, le MAGA c'est quoi? Make America Great Again. Donc, pour lui, quand il n'était pas là, la parenthèse Biden avait contribué à forcément, on va dire, à effacer l'Amérique, et il faut tout de suite remettre l'Amérique sur les rails et montrer que c'est nous la première puissance économique, c'est nous la première puissance militaire, c'est nous la première puissance diplomatique, c'est nous, etc. Et c'est la première puissance technologique sur beaucoup. L'Amérique a coché pratiquement toutes les cases. Évidemment, on a beau être le plus fort, il y a toujours des choses où nous avons des vulnérabilités et l'Amérique a ces vulnérabilités. Il a fallu pour Trump imposer les histoires de tarifs, sa politique douanière là, pour se rendre compte que lui qui pensait punir les autres, en réalité tombait dans son propre piège, parce qu'aujourd'hui, son premier adversaire, c'est justement l'intérieur. Ce n'est pas l'extérieur. Ça, il joue bien. Les présidents, en tout cas, qui ont du mal, il faut voir ce qui se passe en France avec Macron, eh bien, ils cherchent à exister. Il aime beaucoup taquiner aussi Emmanuel Macron. Hein. Exactement. Il le porte souvent en dérision. Tout à fait. Pas que Macron, mais oui, pour Macron, parce que Macron cherche quand même, dans une lignée gaulliste, à montrer qu'écoute, nous sommes là, nous sommes aussi une puissance. Nous sommes la France, nous sommes une puissance nucléaire, nous sommes un des 5 membres du Conseil de sécurité. Donc voilà, comme De Gaulle l'a fait, pour résister, pour tenir tête aux Américains, pour leur dire vous n'êtes pas les seuls dans le terrain, nous sommes là aussi, et puis voilà, il faut compter avec nous. Mais bon, évidemment, on ne peut pas comparer, c'est pas du tout comparable, bien sûr. Redonner aux États-Unis ses lettres de noblesse. L'autre actualité, c'est également Nicolás Maduro et son épouse qui sont désormais jugés devant un tribunal américain pour trafic d'armes et de stupéfiants et risquent une longue peine de prison, il faut le dire. Cependant, des experts en droit international estiment qu'il n'est pas certain que les autorités américaines aient respecté le droit international. Auparavant, Maduro avait nié avec véhémence, d'ailleurs, être un chef de cartel et avait accusé les États-Unis d'instrumentaliser leur guerre contre la drogue pour tenter de renverser et s'emparer des vastes réserves pétrolières vénézuéliennes. C'est ça. Alors, c'est très clair. On va laisser aux juristes de nous dire les conditions dans lesquelles il a été enlevé. Mais je pense que on n'a pas forcément besoin d'être grand juriste pour savoir que évidemment c'est un coup de force, hein. Donc pourquoi ça ne fait pas grand bruit, c'est parce que aussi quelqu'un comme Maduro n'est pas très fréquentable.
hormis les milieux de gauche radicale qui montrent un certain soutien. Voilà. Le Venezuela, au moment où nous sommes, c'est le pays où le taux d'inflation est le plus élevé au monde. Il y a tellement de problèmes que on n'a même pas besoin de parler des histoires de cartels. C'est que des problèmes, sans compter maintenant le fait que les questions de liberté, les questions de droit sont totalement à la bourre, et du coup le régime s'est totalement coupé d'une très bonne partie de la population, même si on s'est rendu compte qu'il y a eu quelques manifestations ici et là pour le soutenir. Mais regardez, par exemple, quand on l'a enlevé, toutes les questions qu'on se pose, mais pourquoi faire ce coup de force-là? Les gens pensent que c'est, on va dire, les réserves pétrolières. Ça, c'est vrai, ça compte, parce que aujourd'hui, il est certain que quand vous comparez les pays qui ont des réserves de pétrole, le monde entier, tous les pays, évidemment, l'Arabie Saoudite était parmi les pays dans la liste en tête, mais les réserves qu'on a au Venezuela, on ne les a nulle part. Mais ce n'est pas seulement cela que, on va dire, qui a poussé Trump à aller... Et ce n'est pas forcément non plus la lutte contre les cartels de drogue. C'est vrai, ces éléments sont à mettre dans le panier, mais encore une fois, Trump est dans une opération de séduction de sa base. Il a besoin, parce qu'il y a des échecs sur le plan économique, ce n'est pas encore on va dire, la réussite. Trump a été élu parce que les gens pensaient, les Américains, au-delà de la base traditionnelle, hein, il y a beaucoup d'Américains qui n'étaient pas dans la partisanerie, qui avaient finalement choisi Trump parce qu'ils pensaient que sur le plan de la gestion de l'économie, c'est à lui qu'il fallait faire plutôt confiance. Mais même si, par ailleurs, on sait que Joe Biden n'avait pas du tout démérité, hein, quand même sur le plan de l'emploi, quand il quittait, il avait quand même créé plus de 16 millions d'emplois, c'était un record. Assez appréciable. Mais les gens pensaient qu'avec Trump, on pouvait faire encore plus confiance parce que les Américains, quoi que vous fassiez, quelles que soient vos grandes prouesses ailleurs, sur le plan intérieur, sur l'économie ne se porte pas bien, et surtout l'inflation, parce que quand même c'est ça qui... Le panier de services, le panier de biens et services, le coût du panier de biens et services de base, le fameux CPI, Consumer Price Index, ça c'est ça qui intéresse le plus les Américains, plus que tout. Faites tout ce que vous voulez, mais ça, et là c'est un problème. Quand vous voyez les chiffres, il y a un petit, on va dire, une petite stabilité, mais on était à 3,01%, et puis là on est à 2,68%, et l'année dernière c'était à 2,75%. Donc, et maintenant pour le, on va dire, le 324 on va dire, de points pour la consommation, c'est compliqué, hein. Ce n'est pas tout à fait la grande réussite. Donc, il faut chercher à masquer tout cela, et la meilleure façon de le faire, c'est de créer des contre-feux ailleurs, et surtout montrer les muscles, et comme ça, c'est une sorte de drogue qui peut satisfaire certains pour dire « Ah, ça marche, c'est très bien ». Mais les résultats, c'est pas encore au rendez-vous sur le plan intérieur, sur le plan économique, et c'est ça qu'il faut comprendre. Jusqu'à quand Time will tell. Merci infiniment, je vous en prie. Très cher professeur, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis dans Soir d'Info. L'actualité se poursuit sur